Aujourd'hui, 7 Adar, jour de la naissance de Moshe Rabbeinu et de du décès de Moshe Rabbeinu. Oui. On va voir un petit peu les relations, les obligations. Maintenant, on va dire quelles sont les obligations en tant que copropriétaire ou en tant que les obligations que la municipalité. Voilà, municipale. Voilà. Elia. Regardez. Alors vous savez qu'on a des obligations concernant la construction d'un mur, si jamais on veut le faire au milieu de la propriété qui est commune. Maintenant, qu'en est-il si on jouait tous ensemble d'une même copropriété? Est-ce que maintenant on peut obliger les gens à payer les frais de gestion, les frais d'utilisation? Ouais. Est-ce que maintenant, moi, on vit ensemble dans le même immeuble et on a une cour commune? Est-ce que je suis obligé à payer le jardinier qui coupe les arbres? Non, moi je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux pas vivre ensemble. Mais dis-moi, dans ma grande mansuétude, je t'ai laissé vivre avec moi et toi c'est comme ça que tu parles. Pourquoi c'est logique? Et si maintenant ça m'intéresse pas, moi qui ai des arbres qui n'ont pas d'arbres, ça m'intéresse pas. Continue les Marocains. Allez, on essaie de... Il y a Kofi Noto, Livnot, Benchar, va délet le Khatser. Alors par exemple, si on a un cours commun, un truc commun, un terrain commun, et il se trouve qu'on a besoin de construire un certain nombre de choses. Il y a un minimum sur lequel on peut exiger à tous les copropriétaires une participation, qui sont en particulier, s'il y a un betchar, c'est une espèce de perron qui est une avancée qui empêche les gens qui sont dans le Shutarbim de pouvoir regarder ce qui se passe dans la cour. Et la porte qui donne à la cour. Délète la porte, bien entendu, non, délète les khatser, la porte qui permet d'accéder à la cour. Donc ça, c'est une chose qui est imposée, chacun doit participer. Celui qui ne veut pas, il paye, ou alors il paye. Il n'y a pas le choix. D'accord? Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabban Shimon Gamliel, il dit non, lo kol ha-khatserot reuyot le betchar. C'est pas toutes les cours pour lesquelles on a besoin de construire ce betchar. Un perron, c'est la même chose. Oui, c'est une espèce d'avancée comme ça. Comme à l'armée. À l'entrée de chaque caserne, il y a une guérite. Oui, mais là on parle pas dans la caserne. C'est une espèce de perron, tu vois, une avancée qui permet de rentrer dans la cour et qui empêche les gens de pouvoir directement avoir accès à la cour. Donc ça permettait d'avoir une espèce de séparation. Alors Rabban Shimon Gamliel il dit non, c'est pas toutes les cours. Donc il faut faire attention. Si jamais maintenant, par exemple, la cour elle donne pas sur le Reshut Harabim, il n'y a pas cette obligation. Sous-entendu, d'après Tanakama, oui, même si la cour ne donne pas sur le Reshut Harabim. Alors la question qu'on peut se poser, s'il n'y a pas de nécessité, pourquoi Tanakama l'oblige? Alors la réponse elle est que non, il peut y avoir des situations où des fois, quand il y a trop de monde dans le Reshut Harabim, les gens ils passent par des allées privées, et ils peuvent quand même avoir accès et passer donc devant, avoir une situation où ils sont en possibilité de pouvoir accéder au Khatser, et pour éviter que donc il y ait ce qu'on appelle Ezekreya, encore une fois, le dommage visuel. Vous savez, nous on n'aime pas quand les gens regardent chez nous, comme ça, parce que j'aime pas être espionné quand je fais mes affaires, donc ça me dérange, donc forcément j'ai besoin une guérite. Il me semble. Non, un petit pavillon fermé. Oui, c'est un perron, ça s'appelle un perron. Moi je crois que le perron c'est comme une terrasse. Non, le perron c'est une avancée avant la maison qui est fermée. Exactement. Allez, d'accord. Donc Rabban Shimon Gamliel lui dit non, il faudra faire simplement dans les situations où maintenant il y a une obligation, il y a une raison, alors on peut obliger les propriétaires à payer. Puisqu'on parle maintenant des obligations des propriétaires, on va parler maintenant des obligations des habitants de la ville, ouais. Les loyers, comment on appelle ça, les administrés. Kofin, Oto, Livnot, Le'ir, Homa, Udlataim, Oubriach. Oui. Si quelqu'un habite dans une ville, on doit l'obliger. Si jamais maintenant il vit dans cette ville-là, on doit l'obliger à participer aux frais qui sont les frais de gestion nécessaires de la ville, à savoir si on doit construire des remparts, si on doit construire maintenant des portes aux remparts, ou si on doit construire des bassins. On appelle la taxe d'habitation. Par exemple. Exactement. Ça, cette taxe d'habitation, elle est redevable, et on n'a pas le choix. Si c'est pour faire ce genre de trucs, si c'est pour payer la voiture du maire, non, c'est sûr que non. Non, tu l'as pas. Ou la maison du maire. Indirectement, tu l'appelles. D'accord? Ça, c'est ce que pense Tanakama. Alors maintenant, là-dessus encore, Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord, il dit Rabban Shimon Gamliel Omer, lo kol ha'arayot, kol ha'ayarot, reuyot lechoma. C'est pas toutes les villes pour lesquelles on a besoin de construire des remparts. Supposons que la ville, elle soit pas à côté, elle soit pas frontalière, elle soit pas à côté d'un endroit où maintenant il y a un risque d'interception ou d'interférence des voisins qui veulent attaquer. Ouais. Donc les remparts sont pas nécessaires.
Alors donc d'après Rabban Shimon Gamliel, il dit c'est dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas d'obligation de rempart, si maintenant c'est une lubie du maire de la ville d'avoir son tramway alors qu'il n'y a pas besoin, par exemple, ça va nous coûter un bras, ben, on n'est pas obligé de payer. Ici, c'est obligé maintenant, parce que... Vous connaissez l'histoire du... Asseyez-vous, Après, je vous raconte. celui qui veut un café va se le faire. Asseyez-vous, c'est là. D'accord. Alors, a priori, là aussi, la même question se pose. Si Rabban Shimon Gamliel dit ça dépend maintenant si la ville est située dans un axe frontalier, on peut construire des remparts, on doit construire des remparts et tout le monde doit participer. Et si c'est pas le cas, on n'est pas obligé. Mais alors dans ces conditions, Tanakama lui il pense que même si maintenant on est au milieu du pays, on doit construire des remparts et on doit obliger les gens à payer. Donc qu'est-ce qui fait que lui il pense ce principe-là? La réponse elle est que quand un ennemi attaque, il n'attaque pas forcément depuis les frontières. Et quand il rentre dans le pays, il peut attaquer n'importe quelle ville. Donc maintenant on n'est pas à l'abri. Donc si on n'est pas à l'abri, autant construire des remparts. Ouais, et là aussi on oblige les gens de la ville. Maintenant la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on appelle un habitant? À bout de combien de temps on est considéré comme habitant dans une ville? Deuxième page. À l'époque. Combien de temps il fallait pour être considéré comme obligé de payer? Voilà. Vous dites maintenant je dois payer la taxe d'habitation. La première année on ne la paye pas. Pourquoi? Non. Parce que quand on est venu, les projets n'étaient pas... Mais non, parce qu'il n'était pas considéré comme habitant, il n'avait pas... Combien de temps il réside en ville pour qu'on considère qu'il est déjà considéré comme citoyen de la ville? Ouais. Il faut 12 mois minimum. Ah non. Mais tu sais, mon ami, tu es dans la même ville, tu changes d'appartement, et même si tu es là depuis 10 ans, tu ne payes pas la taxe d'habitation quand tu changes d'appartement, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce qu'il a donné Michel, ça. Non, mais ça c'est... Ah, d'accord. Il garde le meilleur pour la... C'est normal. Maintenant, la Mishnah dit, mais attention. Kanaba bedira hareu kanche air miyad. Si maintenant le type il achète une maison, si tu déménages le 31 décembre et tu raménages le 1er janvier, le 2 janvier, tu ne payes pas la taxe pendant 2 ans. Non, jamais tu l'as fait. Tu fais ça tout Oui, si tu fais ça systématiquement, oui. Tu déménages comme ça. Parce qu'avant la fin de l'année, tu n'as pas de taxe d'habitation puisque tu n'as pas fait 12 mois. Et la nouvelle année, tu n'as pas commencé l'année en début d'année, donc tu ne payes pas de taxe d'habitation. Même si tu restes... Si tu es locataire en France, Beaucoup de gens le font, ils vont à l'hôtel. Oui, et ça te coûte quoi? Ça te coûte tout le transport, tout tes meubles pour aller dans ah, ça va. Combien c'est la taxe d'habitation? Combien tu payes ta taxe d'habitation? Je paye cher, hein. Un bras. Je paye 1800 euros. Ouais, 1700 et quelques. C'est Presque quoi? Pour payer la voiture du maire. Foncier ou... Non, c'est plus cher l'habitation que le foncier. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Et l'Arnonnais, c'est encore plus cher. Les grandes différences entre Villeurbanne et Lyon. Oui, c'est plus cher Villeurbanne que Lyon, exact. Lyon, on paye rien du tout, dans le tas Georges Pompidou, on paye rien. Oui, je suis d'accord avec toi. Pardon. Voilà ce qu'on pourrait apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. Alors là, la Psikta Zutrata d'aujourd'hui va nous apprendre quelque chose qui est très important, qui va être aussi, encore une fois, un des fondements de notre avoda vis-à-vis d'Hachem. Vous savez que c'est connu. Quoi, la Psikta, c'est un enseignement petit, un enseignement restreint. D'accord, d'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui, il y a que 2 lignes. Le verset qu'on va lire aujourd'hui, c'est le verset qu'on a lu à la fin du Rishon, vous avez vu? C'est marqué comme ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à Moshe de fabriquer les kélim du Mishkan et de créer les vêtements du Kohen Gadol, ouais, il a dit tu vas prendre tous les sages, tous les Chacham élèves, ouais, et tu vas leur dire maintenant de fabriquer, donc, et il a énuméré tous les vêtements, d'accord? Et c'est marqué qu'il va falloir utiliser un certain nombre de matières. L'or, l'argent, l'azur, le pourpre, l'écarlate et le lin. Non, pas pour les vêtements. Non, pas de vêtements. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. C'est quand vous avez un grand chirurgien cardiaque, qui vient d'opérer maintenant une opération à cœur ouvert, très très forte, ouais. Il a fait toutes les manipulations les plus... Ouais, mais une fois qu'il a fini, il enlève ses gants et dit à l'infirmière, allez recouser. C'est pas lui qui recoue. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ou alors le grand chef cuisinier, quand il a besoin maintenant d'ingrédients pour faire sa recette, il envoie son commis, il dit tu vas au marché, tu vas m'acheter tac. Ouais. C'est pas lui qui va se fatiguer à aller chercher les ingrédients. Ou alors il fait semblant, il va au marché gare le matin à 3h du matin pour se montrer quand il y a la caméra, et il dit voilà, vous me prenez ça, ça et ça, et puis il s'en va. Ouais. C'est pas la basse besogne, c'est pas lui qui l'a fait. Généralement chez nous, enfin chez nous, dans tous les métiers de précision, le patron, il fait tout ce qui est de précision, et tout le reste, il donne aux subalternes. Et ben dans la Torah, c'est pas comme ça que ça se passe. Justement, le verset qu'on va lire aujourd'hui, il va nous expliquer que ces mêmes Chacham élèves qui ont été choisis et désignés pour fabriquer les vêtements du Beth Amikdash, les vêtements du Mishkan et les kélim du Mishkan, toutes ces choses de précision, où il a nécessité une grande chorma,
et ben ces mêmes gens, c'est eux qui devaient aller récupérer la matière. Regardez, c'est marqué, Vehem, Yikru et Azav. C'est eux qui vont aller chercher l'or. Elou Chachmelev, qui c'est ceux-là, c'est Chachmelev, ceux qui ont la sagesse du cœur, ceux qui ont été désignés par Moshe Rabbeinu, par Betzalel, pour fabriquer les vêtements avec raffinement et finesse, toutes ces choses-là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Maintenant, eux, ils ont le savoir-faire. Ils vont utiliser leur savoir-faire pour fabriquer. Qu'est-ce que ça change que ceux qui aillent chercher l'or ou que maintenant on leur mette à disposition l'or pour qu'ils puissent l'utiliser? Ils veulent voir la qualité du produit. Alors vous savez, peut-être que c'est ça, mais pourquoi? On ne faut pas oublier que Hachem il a démontré que moi je donnerai le compte pour la sagesse à ceux qui sont sages. À la sagesse pour pouvoir. Très bien. Alors maintenant, moi je vous dis, voilà, je vous donne l'exemple du chirurgien. Le chirurgien, il est très très pointu dans son domaine. Ouais. Il sait très bien comment il faut faire pour que l'opération elle se passe d'une manière chirurgicale. C'est beau ça. Ouais. Alors maintenant, ce chirurgien-là, c'est pas lui qui va vérifier combien d'instruments il a besoin, comment ils sont disposés, combien de sutures il va utiliser, comment on va déposer les trucs sur le truc. Non, il a tout plein de trucs autour de lui pour qu'il ait juste à faire ce dont il est chargé de faire, ce pourquoi maintenant il a été désigné pour justement mettre en place son savoir-faire. Alors pourquoi chez nous les Chachmelev, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent au marché gare le matin tôt, aller chercher eux-mêmes la marchandise? Parce que la achana de la mitzvah, il faut que ça soit fait avec minutie. Il faut que tout le matériel soit choisi comme il faut, il y a du noir sur blanc là. Et puis, il faut que ça soit fait par des gens. Allez, c'est bon, alors on peut y aller. Non, mais je te réponds, tu as posé la question. Non, alors moi je vois si c'est pas ça, ça va. Moi je vais vous donner une réponse. Moi je te dis ce qu'il y a de marqué. Moi je vous dis déjà que c'est le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem. Oui, ben c'est ce que j'ai lu. Moi aussi, je me suis d'accord. Le chirurgien, il a appris comment il faut faire. Alors, on lui a appris. Oui. C'est comme Hachem, il a donné l'esprit. Alors, pourquoi lui il va chercher les malades? Lui, il est fait pour fabriquer. C'est une bonne question. Alors vous avez raison. Le type, il vaut mieux qu'il soit utilisé pour le savoir-faire qu'il a, plutôt d'aller faire maintenant des subalternes. Vous avez raison. Voilà, c'est ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, dans le Mishkan, pour construire le Mishkan, ça suffit pas d'être maintenant utile uniquement pour son savoir-faire. Il faut aussi qu'on soit prêt aussi, on soit présent dans la préparation. C'est ce que j'ai dit. Le sabbat de Kelem, il dit, pas toi. Le sabbat de Kelem. Oui, mais tu l'as pas dit. Le sabbat de Kelem, il dit. Écoutez-moi. Ouais. Le grand-père de Kelem. Sabbat, ça veut dire grand-père. Ouais. Il dit la chose suivante. Vous savez, chez nous, ça c'est un fondement, c'est fondamental. Vous savez, quand on dit maintenant, on est très fort, par exemple, dans une mitzvah, quelqu'un qui est très fort dans la mitzvah de mettre et de filine. S'il ne se prépare pas avant de mettre et de filine, il n'a rien fait. Préparation. Il n'a rien fait. Ça c'est très important de se mettre en condition. Et comment on se met en condition? Si on fait tous les préparatifs au départ. Si maintenant un type, il a lui-même fabriqué cette filine, alors il sait à ses yeux ce que c'est que l'importance d'une filine. Malheureusement on n'est pas à ce niveau-là. Alors on fait d'autres préparations. Dans tous les cas, tout ce qui est même d'un point de vue spirituel uniquement, alors à ce niveau-là vous verrez que aussi il y a une notion de achana, de préparation. Ça c'est essentiel. On ne peut pas être maître d'un savoir-faire sans avoir maintenant les éléments au préalable. Et vous savez qu'un vrai cuisinier, un vrai grand cuisinier, il va lui-même choisir ses produits. Bien sûr. Même si c'est un 5 étoiles ou un 12 étoiles, Ah, il va directement sur place pour vérifier quel est le produit qui va correspondre. Et ça c'est pour... Parce que dans son esprit, c'est essentiel que les préparations, elles sont un élément de l'accomplissement. Et nous, on est encore une fois dans une situation où on ne doit pas simplement... Si j'ai rien qui m'écoute, est-ce que Yoel tu m'écoutes? Oui, moi. Bon. On ne doit pas être simplement dans l'accomplissement de la chose, mais il y a un cheminement. Si on est conscient du cheminement, alors effectivement, on est en phase avec ce que beaucoup nous demande. Si on n'est pas dans cette situation, alors même le truc que tu fais, soi-disant tu l'as fait avec ton savoir-faire, laisse tomber. Ouais. Nous, on n'est pas des chirurgiens minutieux, microchirurgie, où on demande à ce que le type il arrive, on lui ouvre carrément le corps, on lui donne le cœur ouvert comme ça devant lui, il prend, il fait tac, là c'est fini, au revoir. C'est pas ça nous. Ça c'est un grand chirurgien. Nous on n'est pas comme ça nous. C'est pas ça qu'on demande aux juifs. La mitzvah c'est pas maintenant faire la petite incision de détail qui va faire que soi-disant Zama il a sauvé. Et dis-moi, les infirmiers ils ont autant sauvé que ce chirurgien. Alors nous on est comme ça à tous les niveaux. Et pensez-y que maintenant quand on a décidé de faire une mitzvah, il faut la faire comme il faut. Le net, on doit le faire à un horaire, à soi-disant la seconde près. On voit comment on est en train de calculer à la seconde près comment on va faire. Alors prenons les bons horaires. Sinon ça sert à rien.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, mais l'erreur est humaine aussi. Allez, Qu'est-ce qu'il veut dire? on va terminer à la halakha, c'est vite fait la halakha. Tout ce qu'on a dit, voilà, il nous reste une minute. Non, parce qu'il y a un décalage, parce que les calendriers qu'on a, ils n'ont pas le 29 février. Or maintenant, il y a un jour de plus, donc il y a un décalage. Là, on aurait dû faire 2 minutes plus tôt. Tu aurais dû faire 2 minutes plus tôt. Ah, 2 minutes 1 minute 54 exactement. Ah, quelquefois c'est 1 minute. Pourquoi? Je lui ai dit, mais vous savez, je ne veux pas employer une expression qui peut être un peu vulgaire à l'écran, mais qui s'appelle pisser dans un violon, mais en tous les cas, c'est comme ça. Revenons ici à notre halachot. Vous allez voir que tous les paragraphes qui sont indiqués ici, je vais vous le dire en 3 mots. Tout ce qu'on a dit concernant le din de Nadbarnat, ce principe qu'on a dit que si jamais on a cuisiné d'un aliment neutre dans une marmite de viande, si on peut les manger ou pas avec du lait ensuite, les distinctions qu'on a fait entre les khatrila bediavad, entre shulchan aruch et Rama, c'est le même principe si vous avez maintenant fait du pain dans un moule ou un gâteau dans un moule. Si le moule il est bassari, vous avez fait cuire maintenant un ingrédient dans ce moule et que maintenant vous voulez manger cet ingrédient avec du lait, par exemple, vous savez, il y a des gens qui font cuire les chalotes dans des moules. Oui. Ils mettent les chalotes, ils les mettent dans un moule. Si maintenant le moule, c'est un moule dans lequel vous avez cuisiné de la viande avant, donc il est même benyomo, donc cette challah-là, est-ce que je peux manger avec du beurre ou pas? Pourquoi pas? Vous savez que la challah, vous les faites griller, vous mettez du beurre dessus, ça régale. Pourquoi pas? Ben non, si jamais le goût de la viande qui était dans les parois du moule, ils sont rentrés dans la challah. Mais les moules là, tu le mets pas avec le pain ou le tout? Ah bah il y a des moules spéciaux. Si vous faites un moule, vous faites par exemple un pâté dedans. Pâté de foie de... Je crois que les moules en aluminium, c'est interdit de se servir 2 fois. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Ah non. La deuxième fois, pour faire... Pour faire marcher les molles. Ah, très fort. Voilà, en tous les cas, ici, tout ce qu'on a dit, les distinctions qu'on a dit selon Shulchan Aruch, selon Rama, si c'est les Khatrila, c'est Bediavad, on va être obligé de laisser la salle, donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. En tout cas, les mêmes distinctions s'appliquent concernant ces moules. Et donc, maintenant, d'après le Shulchan Aruch, ce qu'on a dit, nous, que Bediavad, si j'ai fait cuire des chalotes dans ces moules-là, je peux les prendre maintenant. Motzei Shabbat, je fais Seuda Revit. Moi, chez nous, Seuda Revit, c'est les fromages et le truc. Et ben, on peut manger comme ça sans problème. Voilà.